Fréquence protestante, l'instantané politique, Khalil Bey. Auditeurs, auditrices, bonjour, heureux de vous retrouver sur Fréquence protestante, la radio qui vous écoute. Nous sommes en compagnie aujourd'hui du président du Conseil constitutionnel, Monsieur Laurent Fabius. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous parlerons principalement de la Nuit du droit qui aura lieu le 4 octobre prochain, ici même dans l'aile Montpensier du Palais Royal. Mais avant, Monsieur le Président, pouvez-vous brièvement revenir sur les missions du Conseil constitutionnel pour nos éditeurs qui ne connaissent pas encore cette institution et aussi votre rôle à la tête de cette institution. Merci. Volontiers, puis ravi de vous accueillir dans cette maison. Le Conseil constitutionnel a été créé en même temps que la Constitution de la Ve République, c'est-à-dire en 1958. Et le 4 octobre, c'est l'anniversaire de cette nouvelle institution, qui a essentiellement deux rôles. Le rôle premier et principal, c'est de vérifier que les lois sont conformes à la loi supérieure qui s'appelle la Constitution. Et pour ça, on peut être saisi soit par les parlementaires, soit par n'importe quel justiciable. Et puis le deuxième rôle, peut-être plus connu, c'est que nous contrôlons les élections nationales. Nous les organisons, que ce soit l'élection présidentielle, les élections législatives ou les élections sénatoriales. Mais l'essentiel de notre rôle, c'est de défendre les libertés. Et nous sommes, pour que chacun comprenne en termes simples, la Cour suprême constitutionnelle. Et nous prenons 100 décisions par an, c'est donc beaucoup. Et nos décisions, en vertu de la Constitution, s'applique à toutes les autorités. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appel, de contestation possible. Et nous intervenons dans tous les domaines, puisque la loi couvre tous les domaines. Alors, c'est la protection des libertés en matière pénale, c'est le droit fiscal, c'est le droit familial, c'est l'environnement, enfin, à peu près tous les sujets. Et à chaque fois, c'est pas nous qui faisons la loi, ce sont les parlementaires qui font la loi. Mais nous vérifions si la loi est conforme à la loi supérieure, c'est-à-dire à la Constitution. Voilà en quelques mots notre rôle. Nous sommes 9, moi je suis le président, et donc je suis un des 9. Nos décisions sont collégiales, et puis j'ai pour mission de représenter cette institution et puis d'organiser le travail de l'institution. Merci, Monsieur le Président. Alors, le mardi 4 octobre, comme je disais, se tiendra la Nuit du droit, une initiative que vous avez lancée en 2017. D'où vous êtes venue cette idée, Monsieur le Président? Mais cette idée, je l'avais déjà mise en application lorsque j'étais ministre des Affaires étrangères. J'avais créé ce qui s'appelle la Nuit des idées, qui continue et qui a beaucoup de succès à travers le monde, parce que quand on essaie de réfléchir à ce qui caractérise la France, c'est la liberté du débat d'idées, qui malheureusement n'existe pas dans tous les pays du monde. Et pourquoi la nuit? Parce que il y a une capacité d'écoute la nuit qui est différente du jour. Par exemple, vous savez que de temps en temps les musées organisent des expositions la nuit. Viennent énormément de monde et ils gardent un souvenir parce que c'est différent. Bon. Et donc j'avais lancé cette nuit des idées qui est partout dans le monde, qui a beaucoup d'idées. Quand je suis arrivé à la présidence de cette maison, du Conseil constitutionnel, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une nuit du droit? Parce que le droit est présent dans toutes nos vies, à tous les moments. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais vous êtes locataire d'un appartement, vous travaillez, vous avez un contrat de travail, vous avez un problème avec de nature commerciale, de nature fiscale, enfin, le droit est partout. Et les gens ne sont pas tous du spécialiste du droit, mais c'est intéressant de montrer, de discuter quelle est l'importance du droit, de s'ouvrir à ça. Et donc j'ai dit, on va faire dans toute la France, à l'initiative des universités, des chambres de commerce, des tribunaux, des entreprises, enfin, ou des initiatives particulières, une nuit, le 4 octobre, où on va parler d'un thème qui se rattache au droit. Alors, par exemple, cette année, il y a 150 manifestations qui sont organisées dans toute la France, que je ne contrôle pas, bien sûr,
sur des thèmes très variés. Alors, j'ai eu la liste, par exemple, le problème très souvent débattu en ce moment de l'égalité homme-femme, la question des atteintes à la vie privée, enfin, toute une série de choses. Et nous, ici, au Conseil, nous avons choisi, enfin, j'ai choisi cette année de consacrer le mardi 4 octobre au soir, donc, au thème la guerre et le droit. Et pour ça, j'ai invité toute une série d'orateurs, on en parlera peut-être, même sûrement, très compétents, très prestigieux, et on peut s'inscrire à la nuit du droit, parce que il y aura un certain nombre de personnes, elle est organisée dans nos murs, qui seront dans nos murs, et on a la chance d'être de jouxter la cour du Palais Royal. Oui. Donc les choses sont organisées pour qu'un millier de personnes puissent entendre et participer à ce qu'on dit dans la cour du Palais Royal. Ils pourront poser des questions d'ailleurs. Et puis sur les réseaux, grâce à vous en particulier, ce débat sera discuté. Et on n'a pas voulu qu'il soit abstrait. Le point d'application, si je puis dire, c'est la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Donc c'est là où, dans le concret, malheureusement, on voit les questions des rapports entre la guerre et le droit. Merci, Monsieur le Président. Ça tombe bien. Permettez-moi de vous citer cet adage latin, là, inter arma silent leges. Au milieu des armes, les lois se taisent. Est-ce qu'on peut dire que le droit aujourd'hui, sa place dans le conflit ukrainien, vu l'ampleur des choses? Écoutez, quand le conflit ukrainien, enfin, il faut l'appeler par son nom, la guerre d'agression que mène la Russie contre l'Ukraine, on a le sentiment que le droit n'a aucune place. Mais tous les progrès de la civilisation depuis les origines ont tendu à introduire du droit dans la guerre. Avant, c'était le droit contre la guerre, mais la guerre existe malheureusement. Et donc, toute une série de lois, d'organisations internationales, de conventions sont intervenues pour dire mais la guerre n'arrête pas le droit. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des règles qui interdisent, par exemple, de s'en prendre aux populations civiles. Il y a des armes, vous le savez, qui sont interdites. Ça ne veut pas dire que tout le monde respecte ces règles, malheureusement. Mais ça veut dire aussi que ceux qui ne respectent pas ces règles doivent pouvoir être poursuivis et condamnés. Et dans le cas de la Russie et de l'Ukraine, toute la question guerre et droit, c'est pas toute la question, mais une grande partie de ce qui sera discuté mardi 4 octobre, c'est est-ce qu'on va pouvoir sanctionner les coupables, aussi bien ceux qui sont sur le terrain que ceux qui donnent les ordres et qui ont décidé. Est-ce que les organisations internationales, est-ce que ça permet quand même d'appréhender cela? Comment ça fonctionne? Quelles sont les positions des uns et des autres? Et donc, c'est pourquoi j'ai demandé à ce qu'interviennent des personnalités qui sont spécialistes de tout cela. Et ce sera ça l'intérêt de la soirée. Et justement, il y a Karim Khan, le procureur de la CPI, la Cour pénale internationale, qui sera présent. Oui. Pour faire une transition, la présidente de la Commission européenne avait proposé, avait demandé à ce que le président de la Fédération de Russie soit traduit devant les juridictions internationales. Est-ce réaliste selon vous? Alors, je vais vous répondre dans un instant, mais puisque vous citez un de mes invités, je voudrais les citer tous pour montrer vraiment l'intérêt de la soirée. Alors, il faut que la soirée soit organisée, et donc c'est votre confrère Thomas Soto, oui, bien connu, qui sera l'animateur. Bien. Moi-même, je présenterai les choses, mais je ne vais pas me déguiser en animateur, bon, sinon ce ne serait pas crédible dans ce rôle. Alors, doivent s'exprimer, je n'y hiérarchise pas, Robert Badinter, bien connu, qui a été mon prédécesseur à la tête du Conseil constitutionnel, qui est un juriste qui a beaucoup travaillé sur justement la justice internationale. Sera présent le procureur général d'Ukraine. Je crois que c'est la première fois qu'il vient en France pour s'exprimer, Monsieur Costin, qui va donner son point de vue. Sera présent, vous avez fait allusion à l'instant, Karim Khan, qui est un grand juriste et qui est le procureur général près de la Cour pénale internationale,
qui nous dira où il en est, comment il voit les choses, et ce sera une réponse à votre question. Sera présent aussi, beaucoup moins connu, mais très intéressant, le colonel Eulard, qui dirige l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça va, ça? Si, vous avez vu qu'on a découvert des fosses communes à Boutcha et encore récemment. Et il y a un travail qui doit être fait, qui est extrêmement difficile, qui est le travail d'identification des corps. Mais il faut le faire tout de suite et par des gens très spécialisés. Alors, il se trouve que cet institut de recherche qui dépend de la gendarmerie a une réputation mondiale et que la France l'a mis à la disposition des Ukrainiens. Il viendra nous expliquer comment concrètement ça se passe. Parce que l'un des problèmes de la justice internationale, c'est que pour rechercher les auteurs, il faut avoir les preuves. Et ça doit intervenir le plus vite possible. Et puis, nous aurons, m'a dit l'ambassade, un message spécial du président Zelensky. Et nous aurons aussi le plaisir d'avoir avec nous une artiste franco-géorgienne, pianiste mondialement connue, qui est Katia Bunatishvili, qui à la fois jouera 2 morceaux de piano parce que je pense que il faut que l'art soit aussi présent dans sa vocation universelle, et qui elle-même s'exprimera parce qu'elle a c'est une femme qui milite pour la paix. Voilà, j'espère que je n'ai oublié personne. Et donc, à l'issue de cette soirée, je pense que tous ceux qui auront participé ou qui écouteront ou qui verront la soirée comprendront mieux à la fois l'objectif qui est, si on veut lutter contre la guerre, travailler pour la paix, il faut que le droit soit présent. Mais qui auront aussi une idée plus précise des difficultés. Alors, concrètement, appelons les choses par leur nom. Est-ce qu'on va pouvoir identifier les coupables, les poursuivre et, surtout, en même temps, les dirigeants? Et c'est à ça que cette soirée doit contribuer à répondre. Donc la réponse sera donnée le mardi. Ah, la réponse. En tout cas, si l'un d'entre nous avait la réponse en claquant de ses doigts, ce serait magnifique. Mais on comprendra que, par exemple, il y a des thèses différentes. Vous y avez fait allusion implicitement dans votre question. Certains disent, et avec des arguments forts, mais c'est l'affaire de la Cour pénale internationale. Bien. Simplement, la Cour pénale internationale, la Russie ne la reconnaît pas comme telle. Et il n'est pas possible d'aller chercher le président de la Russie et de l'attraire comme ça, physiquement. Alors d'autres disent, mais bon, c'est très bien la Cour pénale internationale, mais est-ce qu'il ne faudrait pas créer une juridiction spéciale? C'est ce que ont proposé nos amis ukrainiens. Oui, mais comment est-ce que on la crée? Sachant qu'évidemment un certain nombre de pays n'y seront pas favorables, on pense tout de suite auxquels. Et puis ils disent, mais il faudrait que du coup on élargisse les griefs possibles. Là, je ne veux pas rentrer trop dans la technique juridique, en introduisant la notion d'agression, qui est différente de la notion de crime contre l'humanité ou de génocide. Évidemment, ça c'est une discussion qui n'est pas simplement juridique, mais qui est aussi politique avec un grand P. Parce que sinon, si c'était si facile que cela, dans d'autres conflits, on en aurait fait avec facilité. Et vous savez à quel point c'est compliqué, même si on a l'expérience d'un certain nombre de conflits où les acteurs et les auteurs, si je puis dire, ont été poursuivis et finalement condamnés. Donc c'est de tout ça qu'il faut parler et d'autres choses, parce que le droit, c'est pas uniquement la question de l'impunité. Le droit, c'est aussi, alors on verra si nos invités abordent ces sujets, la question des sanctions et d'autres questions encore. Étant bien observé, c'est ce qui est quand même un message fondamental. Le Conseil constitutionnel, c'est pas lui qui va juger cela, mais évidemment, nous sommes les défenseurs du droit et de l'état de droit.
Or, l'une des questions les plus fortes, c'est est-ce que l'état de droit est suspendu lorsque il y a la guerre? Non. Et d'autre part, il y a un rapport entre le respect de l'état de droit à l'intérieur et le respect de l'état de droit à l'extérieur. Parce que, en général, les pays, il peut y avoir des exceptions, mais en général, les pays qui ne respectent pas le droit à l'extérieur, dans la guerre, sont aussi ceux qui se moquent du droit à l'intérieur, vis-à-vis de leurs citoyens. Donc, vous voyez, tout ça est assez complexe, mais je pense que notre rôle, dans le cadre de cette nuit du droit, c'est de faire réfléchir à la place et à l'importance du droit, même si ce n'est pas nous, Conseil constitutionnel, qui avons à juger cela. Effectivement, cette soirée sera l'occasion d'aborder aussi l'avenir du droit à l'issue de cette guerre. Vous évoquez tout à l'heure la question de l'état de droit. Est-ce que vous pensez qu'avec la montée du souverainisme, notamment en Italie, en Suède, et aussi ces référendums d'annexion, comme on le voit en Ukraine, l'état de droit aujourd'hui est véritablement menacé dans le monde? Alors, là, les référendums d'annexion, beaucoup de responsables se sont exprimés là-dessus, notamment le haut responsable de la politique européenne. Ils n'ont absolument aucune valeur. Bon, je ne sais pas la formule qui a été utilisée, mais très peu de pays vont reconnaître leur légitimité, bien sûr. Bon. Sur la question de l'état de droit dans d'autres pays, c'est là où je commence à devoir respecter mon obligation de réserve. Je n'ai pas à prendre des positions d'ordre politique. Mais sur le plan juridique, c'est tout à fait vrai que il y a des pays, y compris en Europe, et il y a des mouvements d'opinion qui contestent même. Alors, il y a deux façons de contester. Ou bien ils disent que leur pratique est conforme à l'état de droit, ce qui n'est pas vrai, ou bien ils disent que c'est la notion d'état de droit elle-même qui doit être mise en cause parce que, après tout, le peuple fait ce qu'il veut et que si on veut changer une loi dans n'importe quel sens, on peut le faire. Non. Ce qui caractérise les démocraties réelles, et notamment ce qui est le cas dans notre ordre juridique français, c'est que les parlementaires votent la loi. C'est pas le juge qui fait la loi, les parlementaires votent la loi. Mais la loi doit être conforme à une loi supérieure qui s'appelle la Constitution. Et il faut donc qu'il y ait un organe qui vérifie la conformité entre la loi et la Constitution. En France, c'est le Conseil constitutionnel. Mais il faut que l'ensemble de ces lois et la Constitution elle-même respectent, puisque nous faisons partie de l'Union européenne, un certain nombre de valeurs communes. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas avoir ce que les juristes appellent une identité constitutionnelle. Nous avons une identité constitutionnelle en France. Quand on parle, par exemple, de la laïcité, ça fait partie. Vous l'avez évoqué dans votre décision. Voilà, alors, nous avons pris une décision, je vois que vous connaissez ça très bien, qui concernait la police, en matière d'Air France, etc., où nous avons défini, de manière très concrète, un exemple d'identité constitutionnelle. Mais, et donc, il faut que cette identité constitutionnelle soit respectée et qu'elle ne soit pas orthogonale par rapport aux valeurs européennes. Certains pays disent, au nom de ce que je suis, moi, je conteste les valeurs européennes. Et alors là, comment voulez-vous que l'Europe fonctionne? S'il n'y a pas des valeurs communes, ça ne peut pas fonctionner. Mais il faut trouver le bon équilibre. Et c'est un débat assez délicat entre ces valeurs communes et la réalité nationale telle qu'elle est définie en particulier par cette notion d'identité constitutionnelle. Alors ça donne lieu à toute une série de débats entre juristes, mais la question de fond qui est posée au-delà des débats juridiques, c'est quelle est la place de l'Europe? Quelle est la place de la réalité nationale? Et il faut que tout cela puisse être concilié. Justement, Monsieur le Président, avez-vous des bonnes relations avec les tribunaux, par exemple, constitutionnels polonais? Alors, nous avons évidemment... Il y a une notion d'état de droit au niveau européen. Oui, nous avons des relations avec... j'ai des relations en général avec mes homologues. Mais quand nous ne sommes pas d'accord, nous le disons. C'est la moindre des choses. D'ailleurs, lorsque la France présidait l'Union européenne, nous avons organisé en France, avec
le Conseil d'État et la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel, nous avons été puissance invitante de toute une série de cours constitutionnelles européennes et l'un des thèmes principaux était précisément l'état de droit. Et je me rappelle très bien que les expressions de mes collègues ont été très très claires en disant qu'il y avait des comportements qui n'étaient pas conformes à l'état de droit et ils ont visé effectivement telle disposition en Hongrie, telle disposition en Pologne, etc. Et il y a des contentieux qui existent, vous le savez, parce que nous avons une Cour de justice de l'Union européenne, nous avons par une commission, nous avons un Parlement européen, et la commission a dit telle loi qui est votée, telle pratique, notamment en ce qui concerne les juges, ça n'est pas conforme. Des décisions du coup ont été prises. Alors on a dit on va sanctionner sur le plan financier. Il y a des recours qui sont faits. Alors les uns ont déjà été jugés, les autres pas encore. Donc c'est des sujets dont nous parlons et tout en étant respectueux des fonctions et des autres, il faut être lucide. Et il y a des pratiques qui ne sont pas acceptables dans ce qu'est l'Union européenne. Merci, Monsieur le Président. Revenons en France. Le 4 octobre marquera aussi le 64e anniversaire de la Ve République. Le chef de l'État a annoncé sa volonté de mettre en place une commission transpartisane chargée de réformer les institutions. Quelles sont vos attentes principalement? Alors là aussi, on entre dans un champ politique qui n'est pas le mien, donc je peux vous faire uniquement une réponse générale. Bon, d'abord, sur la Constitution, vous avez cité les chiffres, ça fait 64 ans qu'elle existe, puisque les meilleurs mathématiciens d'entre nous diront que, comme elle a été créée en 58 et que nous sommes en 2022, effectivement, ça fait 64 ans. L'année prochaine, j'ajoute même quelque chose qui est une révélation bouleversante, ça fera 65 ans. Bon, or, quand ça fera 65 ans, ça signifie que cette Constitution battra le record de longévité de toutes les constitutions françaises. Cette Constitution elle-même a été révisée 24 fois. Mais depuis 2008, non. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que certains disent la Constitution a tel ou tel défaut, certains disent même il faudrait changer de Constitution. Bon, je vais pas entrer dans ce débat-là, c'est pas mon rôle. Mon rôle est d'appliquer la Constitution. Bon, mais je suis obligé de constater que cette Constitution a un atout, c'est sa longévité et donc sa plasticité, parce qu'elle a dû résister quand même à des événements qui sont pas minces. La guerre d'Algérie, les événements de 68. La cohabitation. Oui, l'alternance de 81, la cohabitation, les crises. Or, bien sûr, on peut avoir une attitude critique par rapport à tel ou tel élément, mais la stabilité, c'est quand même pas sans importance. Point 1. Point 2, en même temps, le contexte a changé et c'est une des questions principales. Le fonctionnement de la démocratie rencontre des difficultés. Si vous interrogez les citoyens, très souvent on voit des études d'opinion, on leur dit est-ce que vous êtes satisfait du fonctionnement de la démocratie en France, etc. Beaucoup disent mais il y a un certain malaise démocratique qui est compliqué à analyser. Il y a des raisons générales et puis il y a des raisons spécifiques à la France. Mais où veux-je en venir? C'est que je crois qu'il y a un accord général, peut-être pas sur les solutions, mais sur le fait qu'il faut trouver un certain nombre de pistes pour renforcer le dialogue démocratique. Alors, votre question était, mais que vous pensez-vous de l'initiative du président de la République? Ça fait partie de cela. Il y a eu d'autres initiatives. Par exemple, vous vous rappelez qu'il y a eu une convention sur le climat. Oui. Bon, il y a des initiatives locales. Actuellement, nous sommes saisis. De la fondation aussi est Oui, mis en place. actuellement, nous sommes saisis d'une demande de ce qu'on appelle un référendum d'initiative partagée sur une question, est-ce qu'il faut taxer les superprofits, etc. Donc, il y a toute une série de possibilités. Bon, je ne vais pas dire celle-ci est bonne, celle-ci n'est pas bonne, c'est pas mon rôle. Moi, mon rôle est de vérifier la constitutionnalité de tout ça. Mais je crois que on ne peut pas ne pas poser la question. Quand vous voyez par exemple le taux d'abstention aux élections,
qui bat des records. Ça veut dire quand même qu'il y a des choses à faire bouger. Alors c'est difficile parce que en plus il faut des majorités souvent pour arriver à faire bouger cela. Et vous connaissez la situation actuelle où il n'y a pas de majorité très nette, mais quand même on arrive à dégager un certain nombre de compromis sur certains sujets. Donc je crois que il y a, tout en respectant bien sûr l'état de droit qui est absolument fondamental, un travail à mener sur quelles initiatives à prendre pour qu'il y ait un fonctionnement démocratique plus continu, plus participatif. Ça, je pense que c'est incontestable. Après, c'est aux autorités politiques à décider quelle forme. Et c'est pas à moi de le dire. Le 25 avril dernier, le Conseil constitutionnel enregistrait sa 1000e QPC, question prioritaire de constitutionnalité. Est-ce qu'on peut dire que le Conseil a effectué officiellement sa mue en cour constitutionnelle aujourd'hui? Alors, il faut d'abord expliquer en 2 mots qu'est-ce que c'est que cette fameuse question prioritaire de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel a évolué dans son rôle. Au début, je pense que il n'est pas polémique de dire que la formule avait été employée. Ça n'était pas vraiment une juridiction. À l'époque, certains avaient dit c'est le chien de garde de l'exécutif. Bon, c'est peut-être excessif, mais c'était pas totalement faux. C'est-à-dire que au tout début, le Conseil constitutionnel, c'est une institution qui avait pour rôle, si jamais le Parlement avait voté une loi qui n'était pas exactement ce que souhaitait le gouvernement, de la corriger. Bon. Et d'ailleurs, il prenait très peu de décisions. Au début, il prenait 5 décisions par an. Bon, pas beaucoup. Et puis, il y a eu des évolutions successives, je n'entre pas dans les détails, mais notamment une évolution due au président Giscard d'Estaing, qui a dit, mais c'est pas simplement 4 hautes autorités de l'État qui doivent pouvoir saisir le Conseil, mais les parlementaires, donc l'opposition. Alors déjà, on est passé à 20 décisions par an, c'est déjà plus. Mais ça ne pouvait être que les parlementaires ou ces 4 hautes autorités, et uniquement sur des lois déjà votées, mais pas encore promulguées. Mais il restait un vide énorme, c'est-à-dire tout le stock des lois existantes, qui n'étaient pas nécessairement conformes au droit constitutionnel, mais qui existaient. Bon. Et puis il y avait un autre aspect qui manquait, c'était que les justiciables ne pouvaient pas saisir le Conseil constitutionnel. Et c'est là où intervient cette fameuse QPC, votée en 2008, appliquée pour la première fois en 2010, donc il y a 12 ans. Et la réforme a consisté à dire 2 choses. Première chose, c'est pas simplement ces hautes autorités qui peuvent saisir le Conseil, mais tous les justiciables. C'est-à-dire, et j'en profite pour dire ça à travers votre micro, que devant n'importe quelle juridiction, que ce soit le Conseil des prud'hommes, une juridiction judiciaire, le tribunal administratif, le tribunal de commerce, lorsque un justiciable se présente et qu'une loi doit lui être appliquée, le justiciable ou son avocat peut dire « Ah, attention, vous voulez m'appliquer la loi XY, mais je pense, moi, qu'elle est contraire aux principes du droit et à la Constitution. » Et à ce moment-là, si cette question est sérieuse au sens juridique, c'est-à-dire s'il y a vraiment un argument, elle monte jusque soit la Cour de cassation, soit le Conseil d'État. S'ils estiment, l'institution filtre, qu'il y a vraiment un problème sérieux, ils nous la transmettent. Et nous avons déjà jugé plus de 1000. Alors, bon, et plus de 100 par an. C'est-à-dire, c'est plus 5 décisions ou 20 décisions, c'est 100. Donc, les 2 changements considérables qu'introduit la QPC, parce qu'on l'appelle par ses initiales, question prioritaire de constitutionnalité, c'est 1, n'importe quel justiciable peut saisir, et 2, pas seulement pour les lois votées, mais pas encore promulguées, mais pour toutes les lois existantes. Évidemment, c'est un avantage démocratique considérable, c'est pourquoi elle a beaucoup de succès, et je pense que au fur et à mesure que les citoyens seront de mieux en mieux informés, les juges, les avocats, etc., enfin l'ensemble de la sensibilité juridique, cette procédure, dont tout le monde reconnaît que vraiment elle a fait faire un grand progrès à la démocratie et à la justice, va avoir un bel avenir. Merci, Monsieur le Président. Pour conclure, nous sommes en période de crise énergétique et le gouvernement a appelé à
un plan de sobriété dans les institutions? Comment le Conseil s'organise? Écoutez, on n'a pas. D'abord, je trouve que ce mot d'ordre est tout à fait nécessaire, compte tenu de ce qu'est, d'une manière générale, la crise climatique et puis dans la situation particulière. Ici, nous avions commencé, même si ces bâtiments, vous le constatez, sont pas très faciles à isoler, mais nous avons fait déjà il y a quelque temps, puis ce sont des questions auxquelles moi-même je suis très sensible, Vous avez ayant brisé la COP 21, présidé je la rappelle. COP 21, l'accord Ouais. de Paris, etc. Nous avons fait un plan d'économie d'énergie sur plusieurs années, et là, bien sûr, nous allons prendre les dispositions nécessaires. D'ailleurs, je vois que vous-même avez mis un col roulé. Mais bon, pour faire les économies que tout le monde doit faire, c'est tout à fait normal. Alors, parfois, certains disent, mais ce sont de petits gestes, etc. Oui, mais les petits ruisseaux font les grandes rivières. Il faut que chacun fasse ce qu'il doit faire, y compris, bien évidemment, dans la sphère publique. Alors, ça ne résout pas automatiquement l'immense problème du dérèglement climatique, qui bien sûr dépend aussi de ce que vont émettre la Chine, la Russie, les États-Unis, les autres pays. Bon, mais ça, ce sont des sujets très compliqués, très importants, mais il faut que chacun, à sa mesure, comme citoyen, comme salarié, comme responsable d'entreprise, enfin, chaque personne puisse faire tout ce qui va dans le bon sens. Merci, Monsieur le Président. Merci de Non, m'avoir merci à accueilli. vous. Merci à Merci vous. à Vlad à la réalisation. Merci à nos éditeurs. Et on vous donne rendez-vous le 4 octobre dès 17h ici pour Volontiers. la nuit du droit. Volontiers. Merci à vous. Merci à vous.